l'intelligence suprême et cause première de toute chose, pour le remercier de cette occasion que nous avons aujourd'hui, encore une fois, d'examiner un autre point de la philosophie spirit, aujourd'hui plus particulièrement la loi de reproduction, que nous puissions bien comprendre ces lois naturelles, savoir, afin que nous puissions savoir comment nous mettre en harmonie avec elles, que nous puissions donner l'exemple, faire le bien, évoluer et aider aussi les esprits souffrants qui pourraient être avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous ai mis le programme. Donc, on est toujours encore dans les lois naturelles, hein. On a vu la loi d'adoration, la loi de liberté, loi de progrès, loi de société, loi de travail, loi de destruction, loi de conservation, loi d'égalité, loi de reproduction. Il y en a 10 en tout normalement, hein. Je pense qu'on n'est pas loin de la 10e. Donc, loi de reproduction. Et donc, entre autres, dans ce cadre-là, on verra aussi les questions du mariage, du célibat, les obstacles à la reproduction et l'avortement ou l'interruption volontaire de la grossesse. D'accord? Alors, voici la loi de reproduction. On va voir qu'est-ce que le spiritisme dit du mariage, qu'est-ce que le spiritisme dit du célibat. Euh, Pourquoi la monogamie est une loi de nature, hein. On va réfléchir sur les inconvénients de l'abolition et de la dissolution du mariage. On va réfléchir aussi à la question du planning familial, comme on dit, hein, l'utilisation des contraceptifs. Et on verra aussi, pour terminer, la question de l'avortement, hein, en montrant que c'est un acte qu'il faut analyser aussi d'un point de vue spirituel, et que là, il est beaucoup moins anodin que quand on l'analyse uniquement d'un point de vue matériel. D'accord? Alors, le mariage et le célibat, hein. Alors, ce que disent les esprits à la question 696, hein, c'est que l'union libre et fortuite des sexes est l'état de nature. C'est ce qu'on voit, pas chez tous les animaux, hein. Parce qu'il y a des animaux qui s'associent aussi par couple et qui restent fidèles au couple. Par exemple, les canards ou les manchots, hein. Ce sont deux exemples, mais il y en a certainement d'autres. Par contre, pour la plupart des animaux, c'est l'instinct de reproduction qui gouverne, et puis voilà, il n'y a pas d'union particulière entre un mâle et puis une femelle pour assurer justement cette loi de reproduction. Alors que chez les humains, et ça fait quand même très longtemps, hein, Moïse en parlait déjà, voilà, donc c'est depuis des millénaires qu'il existe cette institution qu'on appelle le mariage, hein. Et les esprits le qualifient comme un des premiers actes de progrès dans les sociétés humaines, hein. Pourquoi? Parce que le mariage établit la solidarité fraternelle, et on le retrouve chez tous les peuples, hein, quels que soient pratiquement, hein, pratiquement tous les peuples. Évidemment, il existe de la polygamie dans certaines contrées, dans certaines cultures, dans certaines habitudes, mais quand on regarde la grande majorité, il y a l'équivalent hein, du mariage, c'est-à-dire de l'union de deux êtres pour fonder une famille. Et donc, quel est en fait le but fondamental du mariage? À quoi à quoi sert la famille? Alors, je vous encourage à regarder, parce que ça fait maintenant 3 ans, peut-être même presque 4, qu'on fait des conférences tous les premiers vendredis du mois, hein, dans un projet qui s'appelle justement SOS Famille, et où divers points justement au niveau de la famille sont examinés.
Vous avez eu, par exemple, bon, ben, des questions sur la dépendance digitale des enfants, ou le vendredi prochain, on parlera des familles monoparentales et des familles recomposées. Voilà, on traite des thèmes d'actualité sous ce point de vue spirit de la famille. Et là, les esprits nous disent dans cette réponse 696 que le mariage établit la solidarité fraternelle, hein. Donc, en fait, le mariage, c'est pour nous apprendre cette solidarité, cette fraternité, cette loi d'amour, hein. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, une famille, c'est comme une espèce de cellule élémentaire, hein, de la société en général. Et vous avez différents mécanismes qui agissent dans la famille, hein, l'instinct paternel, l'instinct maternel, une certaine solidarité, qui est justement là pour nous apprendre cette loi d'amour et puis nous apprendre dans la pratique, hein, nous apprendre à faire des concessions, peut nous amener à faire des sacrifices justement pour maintenir cette vie en famille. Et aussi ben, la solidarité, l'entraide entre les différents membres de la famille et surtout des parents vis-à-vis des enfants, hein, puisque les enfants, bon, ben, quand ils sont petits, eh ben, ils ont besoin d'une assistance pratiquement permanente, hein, pour s'alimenter, pour la toilette et pour l'éducation aussi, hein. Même s'ils vont très tôt, ils peuvent aller très tôt dans des garderies et des choses comme ça, ou à l'école maternelle pour recevoir l'instruction, l'éducation, hein, qui est plus large que l'instruction. Elle est donnée par les parents, hein, à apprendre les bonnes manières, etc. Donc, voilà, en gros, la vision au niveau de la famille, hein, c'est pour nous apprendre, en fait, la loi d'amour. Et donc, ça commence dans les familles humaines. Il existe aussi des familles spirituelles, hein, et après, ben, il y a la famille universelle qui est toute l'humanité, quoi, hein. Donc, c'est dans la famille, cette cellule élémentaire, où on apprend justement cette loi d'amour, d'accord? Alors, évidemment, ça ne se passe pas toujours bien, hein. Des fois, il y a des conflits, des fois, ça ne va pas du tout dans les familles, des fois, bon, ben, il faut arriver à la séparation. Donc, on le verra un peu plus loin, le spiritisme n'est pas contre le divorce, hein, quand ça ne va pas, quand il y a pas cette loi d'amour, hein, quand le mariage était, par exemple, motivé par des intérêts d'ordre matériel, sans avoir cette loi d'amour qui transcende le côté uniquement matériel. Ou par exemple, quand il y a des violences dans la famille, ben, il vaut mieux il vaut mieux se séparer avant qu'il n'arrive quelque chose de plus grave, quoi, hein. Donc le spiritisme, contrairement à certaines religions traditionnelles, ou peut-être même la plupart, n'est pas contre le divorce, quoi. Après, bon, c'est sûr que si pour un oui ou pour un non on se divorce, bon, il faut pas tomber non plus dans l'autre extrême, hein. Voilà. Donc, le but du mariage, c'est d'apprendre la loi d'amour. Donc, qu'est-ce que dit le spiritisme, par exemple, par rapport au mariage de personnes de même sexe, hein? Ben, si c'est pour apprendre la loi d'amour, si c'est le but premier du mariage, il n'y a pas d'inconvénient, hein. Si deux personnes du même sexe qui éprouvent justement cet amour réciproque, il n'y a pas d'inconvénient. Alors, répondre au but, justement, de cette loi d'évolution, de nous apprendre cette loi d'amour et cette solidarité fraternelle, qui peut très bien exister dans des couples de même sexe, hein. Bon, l'inconvénient qu'on pourrait voir, c'est par rapport à la loi de reproduction, hein, puisque, évidemment, pour que la loi de reproduction puisse se produire, ben, il faut nommer une femme, hein. Mais même aujourd'hui, les portes s'ouvrent tout doucement. Je connais un couple d'amis, hein, au masculin qui sont allés dans des pays où ces pratiques sont encore autorisées. Donc, euh, comment dire, euh, comment on dit ça en français? La gestation pour autrui. Ils ont fait appel à cela.
Et donc, à partir du moment où la loi d'amour, qui est quand même le but principal, cette solidarité fraternelle, reste assurée, ben, là aussi, le spiritisme, voilà, le but est atteint. Et donc, deux hommes ou deux femmes pourront très bien éduquer un enfant dans les meilleures conditions possibles, voire parfois souvent meilleures que dans des couples de sexes différents qui s'entendent moins bien. Hein. Voilà, donc vous voyez que le spiritisme est très ouvert par rapport à ce genre de pratique, en tenant compte justement de l'objet, du but principal du mariage, qui est de nous apprendre cette loi d'amour, qui est de nous apprendre cette vie en société, entre guillemets. Hein, même c'est dans une petite cellule élémentaire ben, qu'on l'apprend. Voilà. Je parlais tout à l'heure des familles humaines et des familles spirituelles. Bon, les familles humaines, ben, ce sont les liens consanguins. Ça ne se passe pas toujours bien, comme on a dit. Souvent, ben, il arrive qu'on se marie, qu'il y ait des besoins de réconciliation entre deux personnes et justement, ils cherchent à répondre à ces besoins de réconciliation, de, 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 de- de dissensions qui ont eu lieu dans des vies passées en se réincarnant au sein d'une même famille, soit entre époux et épouses, soit entre enfants et parents ou des choses comme ça. Des fois, effectivement, ça marche. Hein, les esprits, quand ils se reconnaissent, entre guillemets, ils disent, bon, c'est vrai qu'il m'a causé beaucoup de tours dans les vies passées, mais dans cette vie-là, il m'a bien aidé. Hein. Ben, vous comprenez très bien que ce genre que c'est quand même un milieu assez favorable pour la réconciliation. Mais des fois aussi, ça se passe moins bien, c'est-à-dire que ces inimitiés du passé ben, ressortent et voilà, il faudra plusieurs tentatives pour vraiment arriver à cette réconciliation. Vous voyez que c'est encore une fois la loi d'amour, de solidarité, de fraternité qui s'applique dans ce genre de situation grâce à cette institution qui est la famille. D'accord? Voilà donc pour la première question. Bon, c'est quelque chose comme j'ai dit, hein, c'est une institution qui existe depuis des millénaires et puis donc c'est pas par hasard. Voilà. Alors, ça c'est pour le mariage. Donc, si vous voulez approfondir le sujet du mariage, hein, il y a pas mal je vous oriente vers ces conférences, hein, donc vous les trouverez sur les chaînes YouTube. Je pense que c'est dans les conférences en direct. C'est en gros tous les premiers vendredis du mois. euh, et où donc il y a divers thèmes liés justement au mariage, aux enfants, à l'éducation qui sont abordés. C'est des gens très compétents. Par exemple, la dame qui va nous donner une conférence vendredi, elle était déjà venue une fois, peut-être même deux, et chaque fois, ces conférences, j'avais vraiment trouvé ça extrêmement intéressant. Après, bon, ben, il y en a qui choisissent le célibat. Alors, est-ce que le célibat, c'est bien ou c'est pas bien? Hein. Comme vous voyez là, le célibat, ça peut être un acte d'égoïsme ou ça peut être un acte de bienveillance. Donc, là aussi, il faut analyser pourquoi euh, ce, qu'est-ce qui motive justement le célibat? Parce que vous avez des célibataires qui sont quand même assez fameux. Hein. Vous avez bah, Jésus déjà, hein, qui était célibataire, il ne s'est pas marié. Vous avez d'autres cas comme Chico Xavier. Hein. Vous avez d'autres cas comme Léon Denis. Bon, eux, ils étaient célibataires, mais chez eux, ça ne les a pas empêchés de faire le bien, quoi. Donc, c'était vraiment motivé par la bienveillance. Vous avez Divaldo aussi qui est célibataire. Vous allez certainement encore en trouver beaucoup d'autres. Hein. Et donc on voit que ben, c'était certainement un choix de ces esprits-là de rester célibataire au moins dans cette incarnation pour pouvoir réaliser une mission différente, quoi, une mission qui est justement orientée plus large que tout simplement sur un milieu familial, donc une mission qui s'adresse à toute l'humanité ou à un public plus large. Hein. Donc là, on voit que la motivation, c'est la bienveillance. Par contre, après, vous avez aussi des célibataires qui sont motivés plutôt par des pensées égoïstes. J'en connais quelques-uns. Hein. J'avais un collègue qui avait essayé deux fois de se marier, ça n'avait pas marché. Hein.
Et en fait, il était carrément devenu misogyne, quoi. Il disait, ouais, les bonnes femmes, c'est pas câblé pareil, ça me fait chier, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Enfin bref. C'est- Donc là, on voit clairement la motivation, c'est pas vraiment la bienveillance, quoi. C'est plutôt une motivation d'égoïsme. On peut le retrouver aussi dans, Charles, oui, excusez-moi, je crois qu'il y a des gens dans la salle d'attente, il me semble. Non? c'est que je la vois pas. Je vois pas. Attends. Il y a Vincent qui, je sais pas, je reçois toujours un message comme quoi Vincent veut entrer, mais Ah, c'est marrant. C'est bizarre parce que je ne le vois pas. Il était là, Oui, mais oui, Vincent n'a plus accès à la conversation. voilà. Il y a ouais, plusieurs bah, c'est parce personnes. que il a eu une coupure, je pense. Mais je vois pas. La salle d'attente, elle est vide, hein. Je vois personne. D'accord. Alors, attends, je vais essayer. Il faut que j'ouvre l'autre Teams. Alors, où est-ce qu'il est notre groupe? Études de la philosophie spirit. Voilà, je vais encore une fois remettre le lien. Ah ben le voilà, là je le revois. Là je le vois, voilà. Donc il revient. Rebonjour, Vincent. Le Il y a le micro. micro qui est coupé. Bonjour Charles, j'ai des soucis avec l'ordinateur, excusez-moi. D'accord, ouais, parce que il y a Franck qui me disait que tu étais dans la salle d'attente, mais je voyais personne jusqu'à il y a quelques secondes là quand j'ai cliqué sur OK, hein. J'ai Voilà. des gros soucis de passerelle, de plein de choses. Et ça passera. L'informatique, c'est comme ça. Oui, donc on parlait du célibat. Alors ça se voit un peu moins aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, il y a quand même pas mal de personnes, hein, qui choisissaient de rentrer, ben, dans un couvent ou dans un monastère, hein. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ben, encore une fois, ça dépend de la motivation, hein. Si c'est entrer dans un monastère pour fuir la société, ou parce qu'on a une déception, ou parce que, bon, ben là aussi, c'est pas forcément la bienveillance qui motive, même si après, dans les monastères ou les couvents, il y a des prières, il y a plein de choses, une solidarité entre les prêtres et les nonnes qui s'établit, c'est quand même une espèce de famille différente, mais c'est une famille quand même, quoi, hein. Ça revient toujours à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire quel est le but? Le but, c'est de nous apprendre la loi d'amour, quoi, la solidarité fraternelle, la solidarité et la fraternité, hein. Si le but, c'est vraiment d'échapper à la société, il y a quelque chose qui, voilà, c'est une fuite devant justement cet apprentissage de la loi de l'amour. Et donc, c'est dommage, hein. Et je peux aussi vous citer un exemple, là, vous en avez certainement d'autres. C'est une personne la fille d'une amie, qui, comment dire, euh, était assez brillante, hein, elle a une formation de dentiste, etc. Et qui, alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais pareil, au niveau d'une déception, a choisi de rentrer chez les carmélites. Alors les carmélites, c'est vraiment, elles n'ont même pas le droit de se parler entre elles, quoi, hein. Vous avez peut-être vu le film sur Sainte Thérèse de Lisieux. Ouais. C'est dur, hein, voilà, donc se restreindre à ce point-là, bon. Et alors, donc elle est rentrée, sa mère justement a tout fait pour essayer de la dissuader, mais il n'y avait pas moyen, elle est rentrée chez les carmélites. Et donc, même sa mère ne pouvait plus la visiter, quoi, hein. C'est vraiment l'isolement, voilà, un isolement très très fort, quoi. Et puis, ben, d'un coup, la mère a été contactée par la responsable des carmélites. Et elle lui disait, écoutez, votre fille a la sclérose en plaques, donc on ne pourra pas la garder. On a discuté avec elle, pour qu'elle puisse suivre son traitement, il va falloir qu'elle sorte du couvent. Et donc elle est effectivement sortie du couvent, et devinez ce qui s'est passé. Donc Elle a elle avait guéri. effectivement la sclérose en plaques, mais peu de temps après qu'elle soit sortie du couvent, la sclérose en plaques a disparu. Donc, vous voyez, des fois, ben, c'était pas son chemin, c'était pas sa mission, quoi. Donc voilà. Et alors là, j'ai un peu perdu le contact parce que cette amie, elle est malheureusement décédée du Covid long.
Mais bon, c'était, voilà. Donc, il y a eu un garde-fou, entre guillemets, organisé par les esprits pour lui permettre de se ressortir de ce couvent et puis de certainement mener euh, une autre vie donc, qui correspond mieux à ce qu'elle avait programmé avant de se réincarner. Donc, c'est Kardec qui nous dit dans un commentaire à la question 699, si le célibat par lui-même n'est pas un état méritoire, il n'en est pas de même lorsqu'il constitue par la renonciation aux joies de la famille un sacrifice accompli au profit de l'humanité. Tout sacrifice personnel en vue du bien et sans arrière-pensée d'égoïsme élève l'homme au-dessus de sa condition matérielle. Et donc, Kardec nous montre bien que euh, le choix qui est fait quelquefois pour rester célibataire, à partir du moment où c'est un sacrifice pour une mission, ben, c'est au contraire méritoire. Donc là aussi, vous voyez, il n'y a pas de condamnation du célibat euh, chez les spirites. Il y a une condamnation de l'égoïsme, mais pas du célibat. Voilà. Après, Kardec il pose clairement aussi la question de la polygamie, hein, qui existe encore dans certaines cultures, dans certaines contrées. Et donc il demande laquelle des deux, de la polygamie ou de la monogamie, est la plus conforme à la loi de nature. Et les esprits répondent, la polygamie est une loi humaine dont l'abolition marque un progrès social. Le mariage, selon les vues de Dieu, doit être fondé sur l'affection des êtres qui s'unissent. Avec la polygamie, il n'y a pas d'affection réelle, il n'y a que sensualité. Alors, bon, il donne une réponse, encore une fois, dans le grand principe, hein. Donc, encore une fois, le but du mariage, c'est de nous apprendre la loi d'amour. Alors, est-ce qu'avec la polygamie, il y a une loi d'amour? Euh, c'est discutable, hein. Le chef du harem, je ne suis pas sûr qu'il éprouve. Je pense que les esprits ont raison, hein, dans ce sens-là, que c'est plus motivé par la sensualité que par vraiment la loi d'amour, quoi. Et toujours dans la même question 701 en commentaire, Kardec y rajoute, si la polygamie était selon la loi de nature, elle devrait pouvoir être universelle, ce qui serait matériellement impossible vu l'égalité numérique des sexes. Alors là aussi, c'est clair, hein. Si vous avez à peu près 50% d'hommes et 50% de femmes, hein, dans les naissances. Donc, si un homme a plusieurs femmes, eh ben, forcément, il y a plusieurs hommes qui n'auront pas de femmes. On est bien d'accord. Donc, il y a un problème quelque part avec la polygamie d'un point de vue matériel. Et là, on parle d'avoir donc un homme qui a plusieurs femmes. C'est le cas qu'on rencontre le plus souvent. Mais ça marcherait aussi dans l'autre sens. Une femme qui a plusieurs hommes, ben, il y aurait plusieurs autres femmes qui n'auraient pas d'hommes. Et on ne parle pas de l'union libre et fortuite des sexes qu'on a vu à la première question. D'accord? Voilà. Donc la polygamie, bon, c'est autorisé par la loi dans certains pays, mais bon, c'est pas autorisé en France. Et à juste titre, hein, puisque voilà, matériellement, l'argument matériel qu'il y a autant d'hommes de garçons que de filles qui naissent est un argument fort justement pour montrer que la polygamie, ben, ça va créer des déséquilibres, hein. On a d'ailleurs pu le voir, enfin moi, enfin c'était pas la polygamie, mais ces déséquilibres, ben, chez mes grands-parents, hein, qui ont connu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et ben, comme il y a beaucoup d'hommes qui mouraient sur le front, hein, c'était des millions hein, pendant la Première Guerre mondiale, et ben, il y avait beaucoup de femmes qui n'avaient pas d'hommes, qui ne trouvaient pas à se marier, quoi, hein. Il y a eu ce genre de déséquilibre. Et donc, mon grand-père, qui était marié, qui était veuf, ben, s'est remarié après entre les deux guerres, quoi. Et pourquoi? Ben, parce que il y a plein de femmes qui ne trouvaient pas d'hommes, quoi. Et bon, elle était plus jeune que lui, évidemment, mais c'était justement pour essayer de compenser un peu ces déséquilibres. Et puis, ben, heureusement qu'ils se sont remariés, parce que sinon, mon père ne serait pas là, moi je ne serais pas là non plus, quoi. Enfin, je serais peut-être là de façon différente, quoi.
Donc, mon grand-père et ma grand-mère s'entendaient très bien. Il y avait une très grande solidarité dans la famille, y compris avec les enfants du premier mariage où donc il était veuf. Bref, donc tout ça, vous voyez, encore une fois, c'est la loi d'amour qui compte, hein. Voilà. Après, l'institution du mariage doit permettre justement, doit favoriser ce développement de la loi d'amour, cet apprentissage. L'abolition du mariage serait donc le retour à l'enfance de l'humanité et placerait l'homme au-dessous même de certains animaux qui lui donnent l'exemple d'union constante. On parlait des canards et des manchots, vous connaissez peut-être d'autres espèces animales qui ont aussi des unions constantes. Voilà, bon, alors aujourd'hui, il y a peut-être pas, on n'en est pas à l'abolition du loi de mariage, mais on élargit un peu. Il y a les Pacs, hein, il y a d'autres systèmes. Là encore, le, le- le- donc le but principal qui est de nous apprendre la loi d'amour est respecté, il n'y a pas d'inconvénient à se paxer plutôt qu'à se marier, hein. On connaît d'ailleurs de plus en plus de personnes qui sont dans cette situation-là, quoi. Ce qui est peut-être un peu plus discutable, c'est donc le spiritisme, comme je l'ai dit, n'est pas contre le divorce, hein, mais bon, aujourd'hui on voit, bah, c'est peut-être un peu trop facile, quoi. Pour un oui ou pour un non, hop, euh, bah, il y a séparation, hein, ou alors ah bah tiens j'ai trouvé mieux. Bon, quand ça devient trop facile. Après, vous avez justement le problème qui va être traité vendredi, des familles recomposées. J'en ai connu où ça se passait très bien, hein, mais il y a beaucoup d'enfants voilà, qui en pâtissent un peu, hein, quand les parents, par facilité, je dirais, hein, choisissent un peu trop rapidement, trop facilement hein, de dissoudre, de repartir, etc. Ce n'est pas une condamnation du divorce, pas du tout. Quand ça va pas du tout, quand il y a de la violence, des choses comme ça, c'est clair qu'il faut séparer ce qui est déjà en fait séparé de fait, ben, il faut le séparer officiellement, hein. Mais aujourd'hui, on voit plutôt une tendance, alors c'est pas l'union libre et fortuite, mais c'est, comment dire, un relâchement quand même des liens familiaux. Parce que, bon, quand c'est juste, quand il n'y a pas d'enfant, bon, encore, c'est chacun a son libre arbitre, hein. Il y a peut-être des occasions de réconciliation entre esprits et tout ça qui seront manquées et qu'il faudra refaire dans une autre vie. Mais quand il y a des enfants, il faut quand même d'abord et avant tout penser aux enfants, quoi, penser au bien des enfants, hein. Donc c'est un point fondamental à considérer dans les décisions de ce genre. Et comment est-ce qu'il faut le considérer? Toujours suivant cette loi d'amour, cette loi de solidarité et de fraternité. Alors, après, la contraception. Donc, il y a une phrase un peu dure qui dit là, la question 693, qui dit tout ce qui entrave la nature dans sa marche est contraire à la loi générale. Ouh, ça peut être perçu comme une condamnation de la contraception, par exemple, hein. Mais il y a tout de suite le bémol qui vient à suivre et qui nous dit Dieu a donné à l'homme, sur tous les êtres vivants, un pouvoir dont il doit user pour le bien, mais non abuser. Il peut régler la reproduction selon ses besoins, il ne doit pas l'entraver sans nécessité. L'action intelligente de l'homme est un contrepoids établi par Dieu pour ramener l'équilibre entre les forces de la nature, et c'est encore ce qui le distingue des animaux, parce qu'il le fait avec connaissance de cause. Mais les animaux eux-mêmes concourent aussi à cet équilibre, car l'instinct de destruction qui leur a été donné fait que, tout en pourvoyant à leur propre conservation, ils arrêtent le développement excessif et peut-être dangereux des espèces animales et végétales dont ils se nourrissent. Voilà, donc c'est à la question 693. Donc là, vous voyez que la contraception, ben, on peut en user, mais il faut éviter d'en abuser, hein, c'est ça qu'ils nous disent. Et c'était d'ailleurs assez intéressant parce que quand je suis allé la première fois dans un groupe spirit, hein, il y a 40 ans maintenant, au Brésil,
Eh ben, on était allé parce qu'il y avait un problème de perturbation spirituelle au niveau de mon épouse, quoi. Et une des premières questions que la personne qui nous a accueillis là-bas nous a posées, c'est est-ce que vous prenez la contraception? Alors, ce n'était pas le cas à l'époque, hein, parce qu'on ne cherchait pas à éviter des enfants. Il n'y en a pas eu, parce que pour d'autres raisons naturelles. Et alors, je lui ai demandé, alors pas tout de suite, parce que la question m'avait un peu interpellé, mais un peu plus tard, hein, je lui ai demandé pourquoi vous nous avez posé cette question. Et il a dit, ben, vous savez, avant de se réincarner, on fait des plans, on prend parfois des engagements, hein, pour dire, bon, ben, tel esprit, tu pourras venir te réincarner comme notre enfant. Et puis, bon, ben, l'esprit, il est là, il attend justement que ben, son tour de réincarner. Et puis, bon, ben, il y a la contraception, contraception, contraception. À un moment donné, il commence à s'impatienter. Il dit, eh oh, vous m'aviez promis que je pouvais venir chez vous. Vous voyez, ça peut être une source, ça peut être une cause, justement, cet esprit, selon sa nature, évidemment. Si c'est un bon esprit, ça, il n'y aura pas d'inconvénient. Mais si c'est un esprit un peu plus tenace, ou même envers qui on a des dettes et puis qu'on refuse de lui payer, ben, il peut finir par perdre patience et créer des perturbations spirituelles. Vous voyez. Donc c'est un exemple d'inconvénient que peut avoir l'abus, entre guillemets, de la contraception. Mais vous voyez, le spiritisme n'est pas contre, hein. Il faut en utiliser de façon intelligente, hein. Alors, on a tous une carrière, on est jeune, il y a des conditions matérielles. On peut se dire, ben voilà, je ne veux pas tout de suite, je veux plutôt à 20 ans ou à 30 ans, etc. Donc, ou alors ben, aussi pour contrôler le nombre, hein, quand on a déjà, si on veut, 2 enfants ou 3 enfants, bon, ben après, voilà, rien n'interdit de prendre la contraception si on n'en veut pas d'autres, hein. Donc, le spiritisme est ouvert par rapport à ce genre de choses, hein. Puis là aussi, je peux vous citer un exemple des amis qu'on avait justement au Brésil. Donc, ils avaient déjà, je ne sais pas si c'est 4 ou 5 enfants, et donc ils n'en voulaient plus, hein. Eh ben, malgré la contraception, il y a encore un 6e qui est venu, hein. Donc, quand ça doit se faire, ça se fait quand même, hein. C'est comme tout à l'heure avec l'histoire du couvent. Voilà, il y a parfois des choses qui nous surprennent. Et puis, bien sûr, bon, ben, voilà, c'était la petite dernière, hein, la petite princesse, comme il disait, et puis donc, qu'ils ont fini par accepter. Donc, vous voyez, faut utiliser l'intelligence à bon escient, hein, et toujours dans ce but d'évolution, de nous apprendre cette loi d'amour et cette solidarité, hein. Mais le gros message là, c'est que le spiritisme n'est pas contre la contraception, hein. Franck? Oui, je reviens un instant sur l'histoire de la polygamie. Je ne sais pas si ça correspond, enfin si ça a à voir vraiment avec la loi d'amour ou pas. La polygamie, ça a toujours été très très répandu dans les sociétés, enfin ce qu'on dit des sociétés primitives, mais bon, mauvaise appellation. Mais c'était en fait le garant de la survie du clan. Compte tenu de la mortalité infantile qui était importante, il était beaucoup plus il était prioritaire pour une société d'augmenter le nombre d'enfants, donc avec ce phénomène de polygamie, pour espérer consolider le clan autour d'un socle solide du chef de clan. Et puis, bah, ça répondait aussi à cette injonction biblique, croissez et multipliez. Donc, on a vu ça dans l'histoire biblique, par exemple. On voit ça aussi dans certaines religions qui ont beaucoup de mal à évoluer, et puis aussi dans certaines sectes chrétiennes de type mormone ou des choses comme ça, où on a encore cette injonction. Je suis pas certain vraiment que ce soit la loi d'amour, hein. Ah oui. C'est plus une injonction, et puis voilà quoi. Donc mais la polygamie existe encore, hein, et certains cherchent à la rétablir d'ailleurs. Ah Donc oui. c'est toujours d'ailleurs au bénéfice des hommes, hein, jamais les femmes. Bon, ça, c'est ça notre problème, ça. Et donc les réflexions là que tu nous encourages à faire,
conforte en fait cette position qui est de dire euh, ça a pu être nécessaire à certaines époques compte tenu de la mortalité, etc., comme tu le disais. Euh, mais aujourd'hui, quand on réfléchit, bon, ben, on n'en est plus là et c'est plus nécessaire et au contraire, ça peut créer des déséquilibres, hein. Ou alors des sectes ou voilà, des abus. Voilà, c'est une question de, comme c'est marqué là, d'intelligence, quoi, hein. L'intelligence montre que la polygamie, ben, c'est quelque chose qui aujourd'hui crée des déséquilibres et qui ne se justifie plus. Enfin, dans la majorité des cas, il peut peut-être encore y avoir des cas comme je parlais pendant la guerre, ou des choses comme ça, hein, quand vous avez une grande majorité ben, une portion significative masculine, en l'occurrence pour la guerre, hein, qui a disparu de façon prématurée, bon, ben, on peut comprendre qu'il puisse y avoir des raisons temporaires qui font que, hein, et encore, là, mon grand-père, quand il s'est remarié, il était veuf, hein, donc voilà. Donc, c'est une question d'intelligence. Et c'est à ça que le spiritisme encourage. L'intelligence, pourquoi? Ben, pour l'évolution de l'esprit, puisque c'est ça le but principal, hein, pour nous apprendre justement cette voie d'amour et de solidarité. D'accord? Et donc, pour la contraception, c'est pareil. Alors maintenant, le dernier point, c'est le plus délicat, c'est la question de l'avortement. Donc, vous voyez, la contraception, oui, mais l'avortement, bon, là, c'est un peu plus compliqué, hein. Donc, il vaut mieux, effectivement, quand on ne veut pas d'enfant, faire appel à la prévention, c'est-à-dire la contraception, que d'avoir recours à l'avortement. Parce que, alors, selon la question 358 du livre des esprits, donc je ne l'ai pas mis texto, je l'ai un peu modifié parce que la réponse, elle est trop dure. La mère ou tout autre commettra toujours une erreur en ôtant la vie à l'enfant avant sa naissance, car c'est empêcher l'âme de supporter les épreuves dont le cœur devait être l'instrument. Et le gros argument spirit qui dit l'avortement, c'est pas la bonne solution, il vaut mieux tout faire pour l'éviter, c'est que ben, l'esprit, il est déjà là, hein. L'incarnation de l'esprit commence, elle se prépare avant la conception, elle commence à la conception. Donc, quelques semaines après, ben, l'esprit est déjà en train de se lier molécule à molécule à cet embryon. C'est même l'esprit qui réalise cette embryogénèse, hein. L'embryon, il a son ADN à lui, qui est certes une combinaison de l'ADN du père et de la mère, mais qui est le sien, hein. Donc, ce n'est pas l'ADN de la mère, donc ce n'est pas une partie du corps de la mère, hein. Donc, ce qu'on entend souvent, hein, ben non, moi je veux disposer de mon corps. Bon, ben oui, mais ne veut pas avoir d'enfant, c'est un choix, on a le droit de ne pas avoir d'enfant. Mais une fois que l'enfant est là, euh, l'enfant, il veut aussi pouvoir disposer de son corps, hein. Donc, c'est là où le raisonnement change. Et donc, ça montre en fait les inconvénients de l'avortement. L'esprit est déjà là et le fait, l'IVG revient à expulser l'esprit de son corps, hein. Avant la naissance, certes, mais il est déjà là. Et c'est ça le grand argument qui montre les inconvénients de l'avortement. Alors après, ça dépend de l'esprit qui était en train de se réincarner. Si c'est un bon esprit, bon ben, il n'en voudra pas, il pardonnera, mais les parents auront perdu l'occasion d'avoir un enfant avec un bon esprit, quoi, un enfant. Et si c'est un esprit un peu plus difficile, un peu plus retors, ben, il pourra effectivement aussi causer des perturbations spirituelles au niveau pas seulement de la femme, mais aussi de ceux qui ont décidé de l'avortement. Ça peut très bien être ses grands-parents ou le mari ou autre, hein. Et ça peut être la cause de perturbations spirituelles. Vous voyez. Et d'ailleurs, bon, ça c'est euh, un sujet qui, qui est parfois même censuré, hein, au niveau des médias et des réseaux sociaux, c'est que il y a il existe des personnes qui ont ce qu'on appelle un état traumatique après l'avortement, quoi. Donc, qui peuvent dénoter déjà ce genre de perturbation spirituelle qui peut se produire dans ces cas-là, quoi. Et donc, voilà, l'avortement, c'est pas une bonne solution. Il vaut mieux, 100 fois mieux, la contraception que l'avortement. D'accord?
hein. Donc, parce que l'enfant, une fois qu'il est là, ben, ça pose vraiment, quand on le voit d'un point de vue purement matérialiste, on ne s'en rend pas compte, mais quand on le voit d'un point de vue spiritualiste, avec un esprit tiers qui est déjà là, là, ça pose des problèmes éthiques beaucoup plus forts qu'on ne peut l'imaginer. Voilà. Donc, le spiritisme n'encourage pas l'avortement, hein. Au contraire, il vaut mieux trouver d'autres solutions. Alors, parmi les autres solutions, bon, bah, il y a la contraception, évidemment, c'est peut-être la meilleure. Et ensuite, bon, bah, quand malgré la contraception, ça se fait quand même, bon, il vaut mieux laisser l'enfant naître. Aujourd'hui, on a déjà, au moins dans la loi française, des mécanismes qui permettent les prises en charge, accouchement sous X, etc. Il y a un délai de 2 mois après la naissance de rétractation du père et de la mère. Et au-delà de ce délai de 2 mois, si je me rappelle bien, l'enfant est considéré comme abandonné et adoptable. Et puis les files d'attente de parents qui cherchent à adopter des enfants sont largement supérieures au nombre d'enfants à adopter. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de solutions qui permettent justement d'éviter l'avortement parce que c'est pas une chose aussi anodine qu'on ne le pense. Voilà. Donc, le spiritisme n'encourage pas l'avortement, au contraire, hein. Voilà. Il ne condamne pas, hein, ce n'est pas une question de jugement, c'est juste une question de réfléchir aux inconvénients que l'avortement pose. D'accord? Et cette réflexion se fait sur le paradigme spirituel. Donc, aujourd'hui, la loi le permet. Aujourd'hui, alors j'ai vu les statistiques, hein, il y a, je crois, 200 000 avortements par an, à peu près. C'est relativement stable, ça a un petit peu augmenté ces derniers temps, hein. Mais depuis, c'est quand même maintenant presque 30 ans, 40 ans que la loi existe, peut-être même 50, hein. 200 000 multiplié par 50, ça se chiffre en 2 fois 5, 10, ben, c'est 10 millions, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est un sixième de la population française. C'est pas rien, quoi. C'est vraiment important, hein. Bon, mais la loi le permet. Quand vous avez 100 femmes devant vous, eh ben, il y en a 40 qui ont commis au moins un avortement dans cette vie. Donc, il faut faire très attention à comment on en parle, hein, surtout pas condamner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait sans connaissance de cause, sans savoir, sans se rendre compte, hein. Bon, voilà, il ne s'agit pas de condamner, il s'agit juste d'inviter à réfléchir, hein, que voilà, tout ce qui est autorisé par la loi, c'est pas forcément en harmonie avec les lois de la nature, hein. Comme on dit, il y a des lois qui autorisent la polygamie. Bon, ben, c'est pas vraiment en harmonie avec les lois de la nature. Et puis, avec tout le respect que je peux avoir pour Simone Veil, qui a fait beaucoup de choses par ailleurs, voilà, c'est vrai que la loi qui légalisant l'IVG, ben, voilà, c'est pas forcément une loi qui est en harmonie avec les lois de la nature. Elle est basée sur un point de vue matérialiste qui ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est on a une âme et puis cette âme, elle est là dès la conception, hein. Voilà, donc il faut réfléchir à la question en prenant en compte ce principe spirituel. Et donc l'enfant, ben voilà, empêcher l'âme de supporter les épreuves dans le corps de, ben voilà, nous, pourquoi on s'est interné? On s'est incarné parce qu'on voulait évoluer, parce qu'on veut apprendre, parce qu'on veut devenir meilleur, parce qu'on veut avancer, hein. Bon, ben, hop, je veux me réincarner, hop, on me barre la route. Bon, c'est pas très sympa, quoi, hein. Heureusement que ma mère n'a pas commis d'avortement, sinon, nos mères, hein, sinon on ne serait pas là. Donc, voilà les réflexions qu'on peut avoir sur cette question-là. Mais donc, là, on parle d'IVG. Oui, Franck? Oui, c'est vrai que c'est une question qui est délicate. Par contre, ce qui me semble important, c'est de ne jamais culpabiliser les femmes. Je crois qu'il Absolument. faut pas oublier l'aspect prédateur de l'homme aussi dans la sexualité. Parce que c'est gentil, mais c'est toujours à la femme de se protéger, c'est toujours à la femme de prendre un moyen de contraception, c'est toujours à la femme d'accepter. Or, l'homme, il est toujours à part dans ces cas-là, hein. Il peut faire ce qu'il veut avec qui il veut. On sait très bien que finalement, le sexe représente
enfin presque une arme, hein, dans les conflits, le nombre de viols et de choses comme ça. Je crois que l'homme porte une énorme responsabilité aussi. Ce serait peut-être à lui aussi d'apprendre à maîtriser ce qu'il a entre les jambes, quoi, pour éviter ce genre de situation, parce que c'est on parle toujours de la contraception féminine, on parle toujours, mais c'est toujours aux femmes de faire attention, de se protéger. Et ça devient, c'est un côté infernal. Alors je suis peut-être un peu minoritaire à penser ça, mais c'est un peu le cas, quoi. Voilà, je crois que c'est nier un peu le côté prédateur sexuel de l'être humain, quoi. Enfin, dans son côté masculin, hein, j'allais dire. Alors, il ne s'agit pas de dédouaner les femmes non plus de leurs envies qui sont totalement naturelles, mais quand même, quoi. Mais quand même. Ce serait bien qu'une femme intervienne pour donner son avis sur ce sujet. Mais moi, je trouve que ça devient de plus en plus insupportable, quoi. Ouais, c'est à la femme de gérer, de se bourrer de trucs chimiques pour. Mais bon, il y a des moyens de contraception aussi, hein, chez l'homme. Mais non, 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 on préfère pas, quoi. C'est pas. C'est ça qui est. Cette question, elle est rarement abordée. Peut-être qu'elle est gênante, hein, mais moi, je milite à fond pour que l'homme se responsabilise aussi par rapport à sa sexualité, quoi. Effectivement, et tu sais, vu d'un point de vue spirituel, tout est dans l'intention, hein. Euh, et donc l'intention de l'homme n'échappera pas à cet examen de la conscience, hein, tu vois. Donc voilà. Puis souvent, les femmes qui avortent, elles sont poussées à prendre cette décision, soit par l'homme, soit par les parents, soit par les assistants sociaux, soit par X, Y ou Z, hein. C'est souvent une décision qui leur est pas imposée, mais elles sont fortement incitées à le faire. Et la responsabilité, ben, on en tient compte, hein. Au niveau des lois divines, c'est l'intention qui compte, hein. C'est voilà, la femme qui, parce que des femmes qui sont contraintes à avorter, il y en a aussi, hein. Après, au niveau de la sexualité, bon, bah, c'est sûr, il y a aussi de la contraception masculine, il y a aussi de la stérilisation masculine. Enfin, il y a pas mal de moyens, effectivement, mais où il faut chercher cet équilibre, hein. Oui, puis il y a un autre élément, c'est vrai, qui est indissociable de tout ça, c'est la condition économique. Je crois qu'on peut pas faire l'impasse sur cet état de fait, quoi. Ouais. Donc, Et la condition économique, donc, c'est une question de société, quoi, mm, hein. Par exemple, on ne peut pas non plus dire, bon, il faut avorter parce que les parents n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de leur enfant. Non, il vaut mieux donner aux parents les moyens de subvenir aux besoins de leur enfant, tu vois. Il y a les allocations familiales, il y a différents mécanismes. Il vaut mieux aller dans l'autre sens, quoi, hein, que de dire j'avorte parce que ou alors les autres raisonnements dans certains pays comme le Brésil, où l'avortement n'est toujours pas autorisé, il vaut mieux légaliser l'avortement pour réduire le nombre de morts liées aux avortements illégaux qui sont pratiqués dans des conditions. C'est pareil, ça c'est pas une excuse, hein, même en cas d'abus sexuel, c'est pas autorisé. alors, après, effectivement, il y a des. Alors, au Brésil, je ne sais pas si. Alors, on a le dernier cas, hein, c'est celui qu'on a ici, la question 359. Dans le cas où la vie de la mère serait en danger par la naissance de l'enfant, y a-t-il crime à sacrifier l'enfant pour sauver la mère? Réponse des esprits, il vaut mieux sacrifier l'être qui n'existe pas encore, hein, à celui qui existe. Donc, le cas, par exemple, où la mère court risque de perdre sa vie à cause du processus de gestation et de l'accouchement. Dans ce cas-là, alors on parle plus d'interruption volontaire de la grossesse, on parle d'une interruption médicale de la grossesse, hein. Il y a d'autres cas, voilà, où l'interruption médicale de la grossesse est pratiquée. Et donc là, vous voyez, les esprits ouvrent une porte.
Mais après, bon, il y a des cas beaucoup plus difficiles, hein, les cas de viol ou d'inceste ou ce genre de choses, où, bon, c'est c'est- c'est- c'est les cas les plus dramatiques, mais ce n'est pas les plus fréquents non plus, heureusement, hein. Alors, dans ces cas-là, c'est clair qu'il faut faire preuve d'un peu plus d'ouverture. Et, mais si on peut, là aussi, faire une prise en charge, hein, et laisser à la mère le choix d'accepter ou de ne pas accepter de garder l'enfant, euh, il vaut là aussi mieux le laisser naître, hein, quitte à prendre en charge, encore une fois, tous les frais, les accompagnements psychologiques, etc., etc., hein. Donc, c'est ces cas un peu plus difficiles où, bon, oui, ça se discute en quelque sorte, mais où on peut aussi trouver des solutions, même là, d'encadrement, d'accompagnement pour éviter l'IVG. Voilà. Et il y a aussi les cas, par exemple, d'enfants avec les diagnostics prénatals où on voit des déficits, des handicaps graves. Donc, c'est aussi un cas où, effectivement, ben, c'est pas tellement l'IVG, c'est plutôt l'interruption médicale de la grossesse, quoi, où on décide de procéder à l'avortement, ou à l'interruption de la gestation. Et donc, même dans ces cas-là, bon, je peux aussi vous citer un exemple qui est cité par Richard Simonetti. On commence à avoir, on a déjà 2 ou 3 livres de lui. C'est un auteur brésilien que j'apprécie beaucoup. Il dit des choses simples, avec des phrases simples et courtes, de façon très claire. Et il citait un exemple. Parce qu'au Brésil, justement, je crois que l'avortement est légal quand le bébé est diagnostiqué d'anencéphalie. Anencéphalie, c'est, enfin, le bébé en général, il meurt le jour de sa naissance ou au pire 1 ou 2 jours après. Avec des exceptions là aussi. Donc les diagnostics sont jamais à 100%, hein. Vous avez des bébés diagnostiqués anencéphales qui sont nés et qui ont vécu plusieurs années, qui sont morts d'autre chose que ça. Mais bon, dans la plupart des cas, effectivement, le bébé n'a pas une grande espérance de vie. Et donc, il cite l'exemple d'un couple où ce diagnostic a été fait. Donc, ils auraient pu légalement avorter au Brésil, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont décidé de laisser la gestation arriver à son terme. Et donc, c'est ce qui s'est fait. Le bébé est né et puis il est mort quelques heures ou peut-être 1 jour ou 2 après sa naissance. Et un peu plus tard, ce couple, ben, ils ont reçu une communication de l'esprit de cet enfant-là en disant: merci de m'avoir laissé arriver à terme parce que ça m'a permis justement comment dire, d'épurer mon corps spirituel par rapport à mon passé. Et donc, ça va me permettre maintenant de revenir, de renaître sans le handicap. Et effectivement, ils sont tombés, la femme est retombée enceinte quelques temps après, et le bébé qui est né de façon tout à fait normale. Donc, vous voyez, là, c'est un cas qui montre que même dans ces cas-là, bon, voilà, encore une fois, ça se discute, mais ben, ce couple-là, ils ont laissé faire la nature. Et on voit qu'il y avait un but à cela, hein, parce que quand vous écoutez, par exemple, César Fructuoso, hein, il posait des questions par rapport à des enfants qui avaient des leucémies, des cancers, des choses comme ça. Et l'esprit, pour lui expliquer le pourquoi de ces choses-là, il disait toujours, voit une tumeur comme un aspirateur des impuretés du corps spirituel. Voyez. Et moi, j'ai senti comme ça aussi, hein, au niveau du cancer que j'avais. C'est quelque chose qui a permis d'épurer comment dire, des choses de mon père esprit, de mon corps spirituel, qui viennent des vies passées. Je l'ai vraiment senti comme ça. Voyez. Donc, même dans ces cas-là, si on peut laisser faire la nature, c'est mieux. Voilà. Mais bon, encore une fois, on ne juge pas, on critique personne. Il faut surtout pas culpabiliser, comme le dit Franck. Il faut réfléchir à ces choses-là, il faut réfléchir à ces questions, réfléchir d'un point de vue spirituel. D'accord?
Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions, des remarques ou peut-être d'autres exemples à donner? Là, j'en ai encore un d'exemple. Bon, alors c'est une personne qui était venue au groupe Spirit chez nous, hein. Et donc, elle avait un enfant, un petit garçon, hein, qui avait, je sais pas, 2, 3 ans. Et à un moment donné, le garçon, il lui balance comme ça à la figure, maman, j'ai déjà essayé de venir une fois, t'as pas voulu de moi, et c'est pour ça que je suis revenu. Alors, la femme, elle était assez blême parce qu'effectivement, à la première grossesse, elle avait décidé pour une IVG, quoi. Donc là, c'est un cas où l'esprit a décidé de revenir, ça s'est passé. Bon, ça a créé s'il y a 2 ans, il lui balance, ou à 3 ans, il lui balance quelque chose comme ça à la figure, c'est pas anodin non plus, quoi. Mais ça, l'esprit a quand même accepté de revenir. Voilà, je ne sais pas comment ça s'est déroulé dans la suite, mais c'est un cas où ça s'est, entre guillemets, relativement bien passé, quoi. Mais ce qu'il faut toujours se dire, c'est que l'IVG, c'est pas anodin, c'est assez traumatique. Et la plupart des gens sont d'accord pour le dire, hein, tous les sondages le disent. Si on peut éviter, si on peut préférer une autre solution, il vaut mieux le faire parce que voilà, l'avortement peut présenter des inconvénients, quoi. Oui, non, voilà. Enfin bon, c'est c'est là où on illustre un peu comment notre réflexion change à partir du moment où on change de paradigme. Quand on réfléchit d'un point de vue purement matériel ou quand on réfléchit d'un point de vue spirituel aussi, on n'arrive pas toujours à la même conclusion, hein. Delphine? Oui, je voulais juste réagir à l'intervention de Franck. Je le remercie pour sa vision très responsable de l'homme. Et j'ai l'impression quand même que les consciences, elles évoluent au niveau de cette responsabilité, parce que, par exemple, autour de moi, j'ai beaucoup d'hommes qui prennent cette responsabilité, alors peut-être à l'extrême, hein, mais qui font beaucoup de stérilisation. Et peut-être qu'avant, c'était moins fréquent, j'ai pas les chiffres, mais je trouve que c'est une pratique qui est presque courante et même jeune. J'ai des hommes autour de moi qui ont 35 ans et qui ont eu 2 enfants, et j'ai pas l'impression que les médecins, avant, ils mettaient beaucoup plus de stop. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est démocratisé un petit peu cette pratique. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est une pratique qui se répand. Après, la seule limite, je crois que c'est une limite d'âge, effectivement. Parce qu'il y a des hommes jeunes qui ont parfois la trentaine, même moins, et qui décident de faire c'est une vasectomie, c'est ça, hein? Mm. Vois. Et donc, il faut savoir que par moment, dans la plupart des cas, c'est irréversible. Donc, c'est quand même une décision qui est importante. Donc, mais effectivement, c'est une décision qui est un peu sortie de l'ombre maintenant et qui est de plus en plus répandue. Tout simplement parce que la contraception chimique, ça n'est pas sans danger, quoi. Donc, il y a énormément d'accès. Enfin, on en parle moins, mais même si on est sur des pilules microdosées, les conséquences ne sont pas forcément anodines. Il y a eu beaucoup d'accidents de santé, qui est souvent dû d'ailleurs à une association, à une contraception et habitudes de vie, que ce soit alimentaire ou autre, ou association de médicaments. Et effectivement, cette approche d'une contraception radicale, entre guillemets, chez l'homme est de plus en plus pratiquée, du moins acceptée. Oui. Ouais, ouais. Mais j'aime à rappeler aussi qu'il y a une contraception complètement naturelle qui est juste le préservatif.
Oui, Et le préservatif, c'est juste bah, peut-être une contrainte pour l'homme cette fois-ci oui, et parce que ça, moins il pour y a la le femme. problème des MST, hein, de la Mm, fidélité, du risque de MST, mm, des choses comme ça, quoi. mm. Effectivement. Voyez, les solutions existent, hein. Plusieurs solutions existent. Marlène Nobré, elle en parle aussi. Il y a un document de l'Association des médecins spirites qui parle du sujet, et notamment quand elle parle justement de la pilule, hein, le contraceptif féminin. Il disait, c'est quand même. Alors, on critique quand les veaux ou les poulets sont élevés aux hormones parce que, etc. Mais là, c'est pas la même quantité, hein, c'est pas la même dose, hein, c'est quand même des doses. Même comme le dit Franck, microdosées, qui sont importantes, quoi. Bon, ça se passe quand même globalement bien. Bon, il y a toujours des contre-indications, c'est clair, mais ça aussi, c'est pas quelque chose qui est complètement anodin. Voilà. Alors, bon, voilà ce que le spiritisme peut dire sur ce genre de sujet, quoi. Il y a quand même, c'est quand même, quand on compare par rapport à ce que disent, par exemple, ben, les catholiques, hein, euh, eux, ils sont même contre la contraception, quoi, hein. Donc, c'est quand même assez. Le point de vue spirit va à l'essentiel. L'essentiel, c'est on s'est réincarné pourquoi? Pour évoluer. Donc, c'est ça l'essentiel. Le reste, après, bon, ben, c'est l'intelligence qui nous permet justement d'en user sans en abuser et puis de faire le contrôle. euh, voilà, hein, la réponse, elle est claire, hein, celle de la question d'avant, là. Voilà, celle de la question 693, j'aime bien, quoi. Ils disent, on a l'intelligence, c'est fait pour s'en servir, mais s'en servir justement pour le bien, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour la loi de reproduction. Et donc la semaine prochaine, il va falloir que ouais, je serai à Paris, donc je la ferai à partir de l'hôtel. On verra le dernier, hein, donc c'est la loi de justice, d'amour et de charité, hein. C'est la 10e et la plus importante. Vous voyez qu'elle elle est revenue un petit peu dans toutes les autres lois, hein, puisque c'est celle-là qui sous-tend, elle est derrière en fait chacune des autres, hein, vous voyez. Le raisonnement qu'on a fait aujourd'hui sur la loi de reproduction a très souvent fait appel à cette loi de justice, d'amour et de charité, quoi. C'est-à-dire, c'est le but de notre réincarnation, c'est vers ça qu'il faut qu'on tende. Et le jour où on y arrivera, ou du moins une grosse part de l'humanité y arrivera, eh ben, la Terre aura complètement changé d'aspect, hein. Ce ne sera plus un monde d'expiation et d'épreuves, mais ce sera un monde meilleur. Donc, ça, c'est le but, hein. Et chacun doit y travailler personnellement. Personne ne peut pardonner à la place d'un autre, personne ne peut être juste ou aimer à la place d'un autre. C'est vraiment un travail individuel. OK? Ben, écoutez, je vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. On va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous guider justement dans ces réflexions. Sujet difficile, mais on voit que avec l'intelligence, avec la réflexion, on arrive effectivement à comprendre le comment et le pourquoi des choses. C'est ça le but du spiritisme, hein. C'est pas d'imposer quoi que ce soit, c'est de nous inviter à réfléchir suivant ce paradigme spiritualiste, hein, qui correspond à la réalité, l'existence de l'âme, sa réincarnation, et qui nous permet donc d'établir des arguments plus forts termes sur ces questions-là, et donc nous permettre de nous mettre le plus possible en harmonie avec ces lois de la nature, hein, ce qui sera le secret de notre évolution vers le bonheur. Voilà, je vous remercie infiniment. Je À vous cet souhaite après-midi, alors. un excellent dimanche. Ouais, cet après-midi, on aura Merci.
je serai de nouveau chez Dominique. Hein, et je pense qu'il va mieux. Oui, il était là il y a, je sais plus, vendredi, donc il va mieux. Ouais. Enfin, il était sur le cours. C'est moi qui ai un peu le rhume. J'espère que je ne vais pas le repasser. Moi, j'ai déjà. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et puis je vous dis à dimanche prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Charles. Bon Merci. dimanche à tous. Merci. Au revoir.